D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais simplement, pour ma part, rappeler les règles du jeu. Donc, nous sommes en format webinaire. Le professeur Gilles va introduire ce webinaire juste après. Nous allons fonctionner uniquement avec le chat, le mode conversation, puisqu'étant donné le nombre de participants, il n'est pas possible d'ouvrir les micros de tout le monde ni les caméras. Donc, je suivrai le chat pendant le webinaire et j'essaierai de reformuler les observations et les questions qui seront évoquées tout au fil de l'intervention du docteur Demour. Donc, je passe la parole au professeur Gilles. Bonjour à tous et à toutes pour ce troisième webinaire organisé par l'ERENA et son site Picto-Charentais. Pour ce troisième webinaire, après le second sur les directives anticipées, je suis heureux d'accueillir Geneviève Demour. Le docteur Geneviève Demour est un enfant du Poitou qui ensuite a rejoint le Périgord où elle a développé toute sa carrière professionnelle. Psychogériatre, elle a côtoyé des centaines et des centaines de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, leur famille. Ses engagements professionnels se sont doublés d'un engagement associatif, puisqu'elle est actuellement vice-présidente de l'association France Alzheimer et en même temps présidente de l'association départementale France Alzheimer de la Dordogne. Elle est aussi membre du conseil éthique. Ce qu'il y a de sûr, c'est ce dont elle va nous parler, est issu d'une expérience de terrain, d'une expérience d'accompagnante. Et elle va nous entretenir du sujet difficile, sans doute, maladie d'Alzheimer, directive anticipée. Merci Geneviève d'être parmi nous et je vous donne tout de suite la parole en vous redisant la joie que j'ai de vous accueillir avec l'ensemble de l'équipe de l'ERENA. Merci beaucoup, cher Monsieur Gilles. Un petit mot particulier parce que Monsieur Gilles, effectivement, a été mon patron de thèse il y a très, très longtemps, pratiquement 50 ans. Je suis très touchée de participer à ce webinaire en compagnie de Miliani et des personnes de l'ERENA. Donc, je suis touchée à double titre parce que comme beaucoup de bénévoles de France Alzheimer, mon expérience personnelle est venue fracasser mon expérience professionnelle puisque j'ai accompagné ma maman qui avait ce type de maladie à la suite de sa maman à elle et de sa grand-mère. Donc, vous voyez, nous sommes dans une tradition familiale et je comprends bien à la fois la difficulté de cet accompagnement et la difficulté aussi de la rédaction des directives anticipées. C'est pourquoi j'ai moi-même, je me suis attelée à rédiger les miennes en prévision de l'avenir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu assister au précédent webinaire sur les directives anticipées. Pardon pour ceux et celles qui y ont déjà assisté. Il va peut-être y avoir des redites, mais ça me paraît important puisque nous avons convenu d'associer aussi tous les services de formation et les présidents de l'Union nationale de France Alzheimer, les présidents départementaux de l'Union nationale France Alzheimer. Donc, je fais un petit rappel historique, ensuite un état des lieux, et puis ensuite, nous irons un peu plus dans le vif du sujet de manière spécifique par rapport aux maladies d'Alzheimer. Un peu d'histoire donc pour mieux comprendre. Si la loi du 9 juin 1999 visait à garantir le droit d'accès pour tous au soulagement de la douleur et à des soins palliatifs en fin de vie, c'est la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, qui a été la première loi relative aux droits des malades et qui précisait clairement le droit au refus du traitement, qui instituait le droit à désigner une personne de confiance, mais qui en fait restait assez silencieuse sur la fin de vie.
En 2005, la loi Leonetti introduit pour la première fois l'interdiction de l'obstination déraisonnable, qu'il est courant d'appeler l'acharnement thérapeutique, et rend possible la rédaction de directives anticipées qui, outre le fait qu'elles ne sont valables que 3 ans, n'ont qu'une valeur d'information et pour l'instant, en 2005, elles ne sont pas opposables face aux médecins. Il a fallu attendre le 2 février 2016 et la loi Claes-Leonetti pour créer de nouveaux droits en faveur des personnes malades et ou en fin de vie. Non seulement les directives anticipées n'ont plus de conditions de durée, mais elles deviennent contraignantes pour le médecin, sauf dans les cas exceptionnels, on y reviendra. Pour résumer, ces directives expriment votre volonté portant sur les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. La loi de 2016 renforce aussi le rôle de la personne de confiance et dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on sait bien que c'est cette personne qui accompagne le malade dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux et l'aide dans ses décisions. Si la loi ouvre la possibilité pour le patient de demander l'accès à une sédation profonde et continue jusqu'à son décès, la rédaction des directives anticipées dans le cas où il n'est plus en capacité de s'exprimer permet ainsi à la personne de confiance de faire accepter cette demande. L'accès à ce droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès est encadré, on le sait, par des conditions très strictes. Dans le cadre d'une souffrance physique et ou psychique, vécue de manière insupportable, dans le cas d'un décès reconnu comme inévitable à court terme, au cours d'une affection grave et incurable. La nécessité absolue de sauvegarder la dignité de la personne en lui assurant des soins de confort et toujours en soulageant sa souffrance est bien spécifiée et c'est elle qui donne lieu à une procédure collégiale à laquelle la personne de confiance peut être associée si le malade ne peut plus s'exprimer. Voilà donc ce qu'a apporté la loi Claes-Leonetti de 2016 et dans ce contexte de modification de la loi, de projet de loi, il m'a paru important de rappeler ce chemin législatif qui a vu le jour en 1999. Les directives anticipées, donc, en l'état actuel, ce sont des déclarations écrites rédigées par une personne pour exprimer par anticipation ses souhaits relatifs à sa prise en charge, sa prise en soin et son accompagnement lors de périodes de sa vie au cours desquelles elle ne serait plus en capacité d'exprimer sa volonté et son consentement. Car c'est bien la parole de la personne à un moment donné qui prime toujours tant qu'elle est en mesure d'exprimer sa volonté, soit avec des mots, soit par son comportement, mais nous allons en reparler. Outre la capacité d'exprimer sa volonté de poursuivre, de limiter, d'arrêter, de refuser des traitements ou des actes médicaux, il peut s'agir de choisir une modalité de prise en charge lors d'une période critique où le jugement peut être altéré, par exemple dans le cas de maladies psychiques ou lors de complications de maladies chroniques qui empêchent temporairement l'expression de sa volonté. C'est peut-être le cas de demande d'hospitalisation sous contrainte, en cas de trouble du discernement et de mise en danger. Et en psychiatrie, on appelle ça les directives incitatives qui ont vocation à organiser, selon la volonté du patient, sa prise en charge alors qu'il traverse une période de trouble du discernement. C'est pourquoi, en tenant compte des aléas de la vie, il nous semble que toute personne, même en bonne santé, devrait avoir peut-être commencé à rédiger ces directives anticipées et désigner une personne de confiance. Le plus difficile, je vous l'accorde, pour avoir fait cette expérience, est de se mettre devant la feuille blanche et de commencer à écrire ce qu'on veut, mais plutôt ce qu'on ne veut pas. Elles permettent, ces directives anticipées, elles permettent au médecin et à la personne de confiance de se référer aux souhaits que la personne ne peut exprimer au moment de faire des choix pour prendre des décisions la concernant.
On l'a dit, elles s'imposent aux médecins qui doivent vérifier leur existence, sauf quand elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Dans ce cas, le médecin doit rendre sa décision, informer la famille et la personne de confiance. Les directives anticipées, je le répète, parce qu'il y a nécessité à le répéter, notamment par rapport à la prise en soin des malades d'Alzheimer, ces directives anticipées doivent impérativement être rédigées par la personne elle-même, éventuellement avec l'aide technique d'un proche et dans ce cas, en présence de 2 témoins. Mais c'est sa parole, sa demande et sa demande seule qui doit être mentionnée. Enfin, elles sont valables indéfiniment, mais sont réversibles et vous pouvez soit les refaire régulièrement, soit au bout de 3 ans, vérifier que ce que vous aviez écrit est toujours valable. Mais pour être prises en compte, elles doivent être connues du médecin traitant, de la personne de confiance ou de la famille, déposées dans mon espace santé éventuellement, et en cas d'accueil en EHPAD ou en hospitalisation, elles devraient être confiées à l'établissement ainsi que les coordonnées précises de la personne de confiance. Un rapide état des lieux justifie que l'Union nationale France-Alzheimer s'engage aujourd'hui, par l'intermédiaire de son conseil éthique et aux côtés de l'ERENA, pour communiquer, informer et entamer cette réflexion pour les familles que nous accompagnons et les personnes qui vivent avec une maladie. Car les directives anticipées sont encore mal connues des personnes prises en soin et de leur entourage. Pour le secteur du grand âge, l'accompagnement de leur rédaction lors de l'entrée de la personne en établissement est une démarche évidemment très délicate qui doit inciter sans contrainte, s'adresser avant tout à la personne concernée lorsqu'elle est en état de le faire. Comme il serait en effet paradoxal que ce soit un membre de la famille qui les rédige, dans le cas où la personne n'est plus en capacité de dire, on peut peut-être alors s'appuyer par défaut sur ce que les proches, mais tous les proches, imaginent des dernières volontés du résident qui n'est plus en capacité de s'exprimer. Ce ne sont pas des directives anticipées, mais c'est une manière aussi de rejoindre la personne qui nous est confiée dans ce qu'elle a pu être avant sa maladie. Quelques chiffres très rapides. Selon une enquête réalisée en 2019, 60% à peu près des Français savaient ce que c'était les directives anticipées, connaissaient la loi, mais seulement 13 personnes les avaient rédigées. Depuis, grâce à beaucoup d'efforts de communication, même si ces efforts restent largement insuffisants, la rédaction ou l'intention de rédaction évolue un petit peu. C'est le cas souvent de personnes de 75 ans ou plus, ainsi que de ceux qui déclarent un mauvais état perçu. En 2022, 50% savent, tout confondu, tout âge confondu, savent ce que c'est, mais ils ne sont toujours que 18% à les avoir rédigés. Et cela pose quand même de graves questions. Il existe sans doute de nombreux obstacles culturels et sociétaux à l'appropriation de l'exercice de ces droits lorsqu'on est malade et surtout à envisager sa propre finitude et les conditions de celle-ci. Ainsi, même si le dispositif est mieux connu en France, on est toujours à la moitié des personnes interrogées en 2023 qui disent ne pas souhaiter rédiger leur directive anticipée et à un chiffre toujours à 20% de directives rédigées. Lorsque la question se porte sur l'accompagnement d'un proche âgé, seuls 12% des personnes interrogées, donc des familles, ont abordé la question avec leurs malades. Et parmi ces 12%, un tout petit pourcentage de personnes a aidé son proche à les rédiger. Ceci concerne bien évidemment les bénévoles de France Alzheimer qui vont être interpellés, je l'espère, et qui vont, avec moi, avec toutes les personnes de France Alzheimer, cheminer vers cette connaissance. Par contre, dans les établissements sollicités par cette enquête, la très grande majorité d'entre eux connaissent la loi, connaissent ce dispositif, et 75% des EHPAD qui avaient répondu à une enquête BVA
mais 75% elles ne sont pas majoritaires, déclarent que le dispositif des directives anticipées est présenté aux résidents de manière systématique. Cette présentation se fait la plupart du temps, non pas le jour de l'admission, on le sait bien, mais dans les semaines qui suivent, elle est présentée par le directeur, par la psychologue, par l'infirmière cadre, quelquefois, plus rarement par le médecin coordonnateur. En fait, ces temps de discussion, d'évocation avec la personne qui entre en EHPAD et sa famille ne débouche qu'exceptionnellement, dans à peine 6% des cas, vers une véritable rédaction des directives anticipées avec le dépôt dans le dossier de la personne malade. Tout ça s'explique bien évidemment par l'état dans lequel de plus en plus les personnes rentrent en EHPAD, souvent avec des troubles cognitifs, souvent dans la difficulté à s'exprimer et à rédiger ces directives. Et pourtant, il serait tellement important que ces notions-là soient écrites, soient connues des équipes soignantes et qu'elles puissent s'en servir, non pas seulement uniquement en fin de vie, mais aussi à chaque fois qu'il y a un transfert vers l'hôpital, vers les urgences. La nomination de la personne de confiance, elle est systématiquement encouragée dans les établissements, y compris pour les personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle, pour autant que le juge l'a autorisée. Et si une personne de confiance, il faut bien le savoir, a été désignée avant la mesure de tutelle, le juge ou le conseil de famille peut confirmer ou révoquer cette décision. Alors, les directives anticipées au regard des maladies d'Alzheimer et apparentées. Un mot tout d'abord sur la personne de confiance, car c'est bien elle qui pourra faire entendre la parole de cette personne malade quand celle-ci ne sera plus en mesure de s'exprimer avec discernement et clairement. Ainsi, le corollaire impératif à cette rédaction est la nomination d'une personne de confiance, qui peut être un conjoint, un enfant, un ami ou son médecin traitant. Et là commencent les difficultés, d'autant plus si la démarche n'est pas anticipée. Tout d'abord parce qu'elle peut être source de tension au sein de la famille, ou au moins d'incompréhension et de difficultés à choisir parfois, et encore plus pour les personnes qui nous concernent aujourd'hui, qui ont ces maladies neuroévolutives. Par ailleurs, la vie étant ce qu'elle est, non pas linéaire, mais tant d'évolution, de rebondissements, de nouvelles rencontres, de ruptures, de deuil, on imagine qu'il n'est pas toujours aisé de nommer un proche. Son conjoint, par exemple, âgé ou pas, malade peut-être, dans le refus ou dans le déni parfois, ou au contraire, dans une relation profonde de confiance et de chagrin qui l'empêche d'assumer et de pouvoir imaginer la fin de vie de son proche. Concernant les enfants, lequel choisir? Lequel est à même d'imaginer la fin de vie de son parent alors qu'il va encore bien, d'entendre et de respecter des choix qui nous effraient, d'imaginer sans culpabilité que ce qui a été proclamé avant la maladie n'est plus tout à fait ce qu'espère la personne malade aujourd'hui. Est-ce celui ou celle qui est proche géographiquement, qui se dévoue au quotidien au risque de s'épuiser d'ailleurs, celui qui a suffisamment de recul pour entendre les désirs profonds et prendre les décisions au bon moment? Est-ce celui ou celle qui pourra se projeter dans une histoire où, malgré la maladie, les troubles de la parole, du discernement, il lui faudra sans cesse résister à cette présomption d'incompétence pour continuer à entendre et à maintenir la relation? Celui ou plus souvent celle désigné de longue date: tu seras mon bâton de vieillesse, ma fille, ton père ne sera plus là. Celui ou celle qui a promis, qui se retrouve au cœur de conflits de loyauté à cause de serments
impossible à tenir. Nous avons accompagné de longues années à l'association l'épouse de M. D, atteinte d'une maladie d'Alzheimer. Les deux enfants, éloignés géographiquement, donnaient à voir à ce moment des tensions manifestes qui étaient sans doute de longue. La fille, très proche de son père et en difficulté de relation avec une maman qu'elle disait froide et distante. Le fils, au contraire, dans une histoire de tendresse avec sa mère, mais en conflit avec son père qui l'accusait de ne jamais avoir rien compris. Lorsque, quelques années après le décès de Madame, Monsieur a commencé à présenter des troubles cognitifs, les enfants ont imaginé des solutions pour leur papa et ils nous ont appelés, nous qui avions accompagné la maman en tant que bénévole. Et là, j'insiste beaucoup parce qu'on entend souvent dans les associations et dans la nôtre en particulier, que les directives anticipées, la personne de confiance, tout ça, c'est une histoire de spécialistes et de médecins. Je crois qu'au contraire, les bénévoles ont toute leur place dans cet accompagnement et cette proximité avec les familles. Dans notre histoire, le fils se penchait pour une EHPAD proche de son domicile. La fille pensait que son père devait rester dans son appartement où il avait toujours vécu. Et c'est à ce moment-là qu'en lien avec le médecin traitant, nous avons proposé à monsieur de rédiger ces directives anticipées. Alors, à cause de ma fonction et de l'histoire que nous avions ensemble, la nomination de personne de confiance m'est échue, car il m'a dit ne pas pouvoir choisir entre ses deux enfants. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut savoir entendre. Nous avons réfléchi ensemble, imaginé les risques de rester à la maison, les limites, et le lieu d'une EHPAD quand le moment viendrait, ou pas d'ailleurs. C'est Monsieur D qui a choisi le Pays Basque, près de chez sa fille, pour terminer sa vie et qui a pu à ce moment-là exprimer clairement le refus d'une obstination déraisonnable, mais j'insiste, il a pu exprimer aussi le refus et je dois dire l'extrême angoisse qu'on puisse précipiter avec une piqûre les choses comme il le disait. 2 ans après la rédaction, alors que M. D n'était plus en capacité de parler, nous avons accompagné la décision avec ses 2 enfants de respecter ce qu'il avait souhaité. Tranquillement, et grâce à l'engagement d'un médecin coordonnateur, d'un médecin traitant et d'une équipe de l'EHPAD de ce Pays Basque extrêmement bienveillante et concernée, Monsieur D a terminé son chemin comme il l'avait souhaité. Ce qui montre bien le lien qui peut exister entre les bénévoles qui soutiennent une famille, avec le besoin d'une formation spécifique, mais aussi des professionnels avec le même besoin de formation quelquefois, pour laquelle France Alzheimer, à mon sens, est un partenaire incontournable. Un autre exemple que je retiens de ma pratique professionnelle, pardonnez-moi, mais qui éclaire aussi la relation que bénévoles nous pouvons avoir dans l'accompagnement des familles. Je rencontre Madame P, atteinte d'une maladie d'Alzheimer avec des complications vasculaires. Âgée de 86 ans, ancienne institutrice, elle avait demandé à son fils unique, de l'amener en Suisse pour, disait-elle, ne pas se voir diminuer, surtout intellectuellement, et ne pas peser sur celui-ci. Tout était organisé pour le départ en Suisse, mais un matin, Madame P a présenté un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé hémiplégique. Plus question, bien sûr, du voyage en Suisse, mais son fils, muni d'un écrit de sa mère, attestant sa volonté de ne pas continuer à vivre dans des conditions qu'elle cataloguait de dégradantes avant d'avoir été malade, me demande de ne rien entreprendre qui puisse prolonger les jours de sa maman. Ne sachant pas ce qu'elle peut entendre ni comprendre, faisant toujours le pari du sens qui m'a accompagnée pendant toute ma vie professionnelle, je promets à la vieille dame que nous respecterions ses volontés, bien sûr, dans les limites de la loi française. Nous évoquons alors avec elle et son fils la possibilité de l'habiller, de sortir au soleil sur son fauteuil, de mettre de la musique, peut-être de l'accompagner avec d'autres.
de veiller à ce qu'elle ne souffre pas en tout cas, ni physiquement, ni psychiquement. Car si nous avons bien entendu le refus de ce qu'elle appelait l'acharnement thérapeutique, nous avons bien entendu aussi que ne rien faire serait peut-être glisser dans ce qu'on appelle l'abandon de soins. Alors nous avons accompagné cette dame sans mettre en œuvre des traitements, des injections et des choses un petit peu disproportionnées. Paisible et souriante au moment du goûter, accompagnée d'un bénévole, Madame P nous fait comprendre qu'elle prendrait bien un petit peu de cette crème au chocolat finalement et puis peut-être un petit peu de compote, alors que son fils nous avait dit qu'il n'est pas question de continuer à l'alimenter puisqu'elle veut mourir. Jour après jour, il semble que ce qui avait été dit avant l'accident n'était plus vraiment d'actualité pour Madame et que nous avons seulement répondu au désir de cette vieille dame au jour le jour, petitement, humblement. Le fils était très bouleversé par l'attitude de sa maman. Et d'abord, il ne comprenait pas notre réaction de proposer à cette dame d'adhérer à sa demande, de pouvoir s'alimenter un petit peu avec des desserts sucrés. Il a fallu aussi entendre tous les questionnements de ce fils qui était envahi par ces conflits de loyauté. Petit à petit, il a accepté d'entrer dans une autre temporalité. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Cette autre temporalité qui liait les dires de sa maman avant, les choix de sa maman aujourd'hui, tout en restant à l'écoute des décisions qui pouvaient arriver dans le futur. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs mois après, lorsque Madame P a fait une embolie pulmonaire qui aurait sans doute justifié des traitements plus lourds, une perfusion, les anticoagulants, le fait de la maintenir au lit coûte que coûte, fidèle à ce qu'elle avait pu exprimer par écrit et en parlant bien sûr régulièrement avec son fils, nous avons décidé alors de mettre en place, après avoir aussi beaucoup parlé en équipe, une sédation profonde et continue devant des troubles respiratoires liés à son embolie pulmonaire qui était très angoissant et très invalidant. Madame P est alors décédée quelques jours plus tard, paisiblement, et il me semble que nous avions respecté ainsi ce qu'elle nous avait donné à comprendre. Car c'est cette relation de confiance qui a fait le lit de l'acceptation et en préalable à ce qu'on appelle maintenant l'assentiment, quand le consentement n'est plus possible à demander, comme un acquiescement tacite à une proposition lorsque les mots ne sont plus là. Bien que cette notion d'assentiment n'existe pas en droit, elle favorise la prise en compte des souhaits de la personne au-delà du consentement éclairé. Son recueil est oral, la plupart du temps, par l'observation de l'expression non verbale et du comportement qui permet d'accepter tacitement ou de refuser. Il s'agit dans l'assentiment de participer à la prise de décision, de faire un chemin avec, d'être créatif dans une nouvelle relation, de valider des peurs, des doutes, des colères, mais aussi un besoin de tendresse et de confiance. Alors, entre consentement et refus de soins, une approche attentionnée en situation et en tenant compte de ce qui a pu être évoqué, partagé, permet de solliciter l'assentiment de la personne, recueilli non pas seulement par un document daté signé, mais bien par la rencontre de la parole entre ceux qui soignent et ceux qui aiment, les professionnels et les familles. Et c'est cette démarche d'écoute respectueuse et attentive qui se vit au quotidien, s'expérimente, s'apprend, se partage avec d'autres quand c'est difficile et tout au long du parcours
depuis l'annonce de la maladie jusqu'à l'entrée en établissement éventuellement ou la fin de la vie. Alors, échappant à cette terrible présomption d'incompétence des personnes vivant avec une maladie neuroévolutive, le respect des directives anticipées s'ouvrira vers une dimension plus exigeante de la dignité jusqu'au bout de la vie. J'imagine que peut-être au-delà de la fin de vie, on pourrait mettre autre chose dans ces directives anticipées. Les personnes qui vivent avec une maladie d'Alzheimer sont en capacité de s'exprimer. Et elles le sont d'autant plus que le diagnostic est fait tôt et que, dans le cadre de notre association, les nombreux ateliers de type éducation thérapeutique du patient, mais qui s'appellent Vivre avec la maladie, montrent bien que ces personnes peuvent dire des choses sur les conditions d'accueil si la maladie s'aggrave, s'ils ont l'impression de ne plus être dans la maîtrise de leur existence, s'ils préfèrent rester à la maison ou aller en EHPAD, s'ils souhaitent être ce qu'ils pensent de la contention. Une personne nous a dit « je préfère mourir libre que vivre attaché » et il savait bien de quoi il s'agissait puisqu'il tombait sans arrêt au risque de se faire des hématomes extrêmement graves et sérieux. La liberté d'aller et venir, la possibilité d'être géolocalisé ou pas, l'arrêt de l'alimentation préconisé en cas de fausse route. Et je fais une petite parenthèse avec ma maman qui avait toujours refusé l'alimentation mixée parce qu'elle trouvait que c'était extrêmement invalidant et méprisant pour elle. Ma maman est morte d'une fausse route alors qu'elle était à table dans sa maison de retraite. Elle connaissait les risques, elle a fait ce choix-là. Et nous pouvions la contraindre à ingurgiter de l'alimentation mixée ou notre type d'alimentation modifiée, de texture modifiée. Ça peut être la liberté d'aller et venir, ça peut être l'exigence absolue du soulagement de la souffrance physique ou psychique, jusqu'à la demande éventuelle de sédation profonde. On peut écrire l'acceptation ou non de dons d'organes ou de son cerveau pour la recherche. On peut parler de ses besoins spirituels, du souci de ne pas peser sur ses enfants et de la demande à ce qu'ils soient accompagnés. On peut parler de la volonté d'être toujours présent et associé aux décisions qui les concernent, même si on a l'impression que ça ne sert à rien, que la personne ne comprend rien. Ça peut être une chose importante à écrire dans ces directives anticipées, simplement pour remettre du sens. Comment imaginer alors un quotidien qui évolue, les mémoires douloureuses, les changements de regard, les secrets et les ruptures, le lien qui continue et le besoin de rester à la hauteur, de protéger ses proches? Comment écrire tout ce que l'on imagine dans cette fin de vie qui est encore loin? Et si les directives anticipées sont évolutives, ce qui se pense avant d'être malade n'est pas toujours ce qui se donne à voir après. Comment s'assurer alors du respect de la parole donnée? Et comment faire entendre cette parole, la parole de ces personnes qui vivent avec la maladie, au-delà des postures, au-delà des injonctions, de ceux qui trop souvent ne sont pas forcément concernés par la maladie, mais peut-être ont vécu des moments douloureux, en tout cas qui risquent de poser sur ces personnes un regard de non-sens et d'inutilité. Je n'ai évidemment pas la solution, mais je sais que ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons humblement à mieux réfléchir pour accompagner les plus fragiles d'entre nous. Nul ne sait l'heure ni le jour, mais ce que nous savons, c'est l'engagement de la rencontre pour que ce temps de la maladie, ce temps de la fin de vie et de la mort trouve du sens aujourd'hui et au-delà, dans une histoire familiale qui va continuer. Car il me semble, pour que la vie ait du prix,
il s'agit que la mort ait du sens. Voilà, j'attends. Je m'excuse si j'ai été un petit peu longue, mais on va pouvoir peut-être échanger maintenant. Merci beaucoup, Geneviève. On voit qu'on est dans la complexité, que toutes les situations sont vraiment particulières et qu'il y a beaucoup de questions. Dans les questions qui sont posées dans le chat, il y a un témoignage d'une pratique dans un EHPAD où parfois à l'entrée d'un résident, le document effectivement de rédaction des directives anticipées est donné et rédigé par les familles, ce qui interroge l'équipe. Donc ça c'est voilà une pratique qui est citée. Je vais évoquer 3 autres points puis je vous laisse après répondre. Il y a une autre question qui concerne le rôle des aidants bénévoles et ce qu'ils peuvent apporter en complémentarité aux familles et aux soignants dans l'accompagnement des personnes qui sont en EHPAD. Et puis sur vraiment le sujet de la rédaction, de la réflexion sur les volontés, il y a une question qui concerne le moment où il faut aborder ces questions-là, et est-ce que les consultations mémoire, où on fait un bilan cognitif, où on annonce un diagnostic, est-ce que c'est un moment qui pourrait être investi aussi pour amorcer la réflexion sur les directives anticipées? Bon, merci. Alors, première chose, l'EHPAD, dans ce que je retiens, il me semble quand même qu'on a toujours intérêt à donner du sens et à faire les choses correctement et selon la loi, parce que sinon, on fait tout, n'importe quoi et n'importe comment. Il me semble quand même qu'en respectant la loi, les directives anticipées ne sont pas le fait d'une famille. Ça, c'est clair. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Par contre, ce que j'ai un petit peu esquissé, lorsque la personne n'a pas rédigé ses directives anticipées, et peut-être que dans 6 mois, 2 ans, 15 ans, beaucoup de personnes en France, dans ce pays, je rappelle qu'il y a des pays d'Europe où les directives anticipées sont rédigées par une très très grande majorité de gens. Peut-être que ça viendra. Aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que personne n'empêche les directions, les médecins co, les psychologues d'interroger les familles sur ce qu'elles imaginent qu'auraient souhaité leurs parents. À ce moment-là, ça s'appelle des dernières volontés peut-être, ça s'appelle un recueil de ce qu'on imagine. Mais j'insiste beaucoup, si vous avez des frères et sœurs et si vous avez des parents, vous savez qu'entre frères et sœurs, on n'a pas tous les mêmes parents. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important, si on veut recueillir la vie des proches, des familles, d'interroger tous les enfants, d'interroger les frères et sœurs de la personne, d'interroger peut-être le médecin traitant sur ce que la personne a pu exprimer. Alors, à quel moment, je fais à quel moment, effectivement, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Ça peut être lors de la consultation mémoire, ça peut être lors d'annonces, ça peut être lors des consultations de suivi, ça peut être dans un dialogue avec son médecin, avec par la suite, ça peut être à quel moment les directives anticipées, comme j'essaie de vous le dire, je n'imagine pas qu'elles touchent uniquement le moment de la fin de la vie. Pourtant, je suis assez étonnée que beaucoup de gens dans ce pays aient rédigé leur contrat obsèques et leur concession au cimetière. Tout le monde dit voilà. Donc, on est assez familier finalement de l'après-mort, mais très peu de l'avant-mort. Donc, c'est une réflexion comme ça. Donc, il n'y a pas de bon moment. Je me demande quand même si le fait d'avoir soi-même en tant que soignant,
bénévoles, rédiger, commencer à écrire ces directives anticipées, essayer de penser à des choses, ne facilite pas la rédaction pour ceux qui nous sont confiés ou qui nous sont proches. Je suis toujours un petit peu étonnée lorsqu'on demande à des personnes déjà fragiles de rédiger leurs directives anticipées alors que soi-même on n'y a pas du tout réfléchi. Et puis dernière chose, les bénévoles, ben voilà, on est là-dedans. Je pense que ça c'est un souhait de l'Union nationale France Alzheimer de pouvoir ça n'a pas été simple, je dois vous dire, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que c'est un sujet qui, voilà, on est beaucoup dans l'accompagnement au quotidien et puis dans le maintien d'une vie de relation et c'est légitime et judicieux. Mais le rôle des bénévoles serait peut-être au moins d'être au courant et de pouvoir prendre à la volée lorsque, dans le cadre des ateliers, vivre avec la maladie, mais aussi d'autres ateliers proposés par France Alzheimer, les personnes peuvent exprimer des choses et les familles peuvent aussi se poser des questions et peut-être qu'il est toujours mieux de de réfléchir avant une situation de catastrophe ou de rupture quand une personne n'en peut plus et quand il y a une catastrophe voilà. C'est tout ce que je peux dire, d'où l'importance de ces webinaires et l'importance peut-être de formation un peu plus continue que nous pourrions envisager au sein de l'association. Ça, c'est pour les bénévoles, puisque, a priori, je ne suis plus docteur du tout. Il y a forcément, Geneviève, des interventions sur l'évolution législative qui est en cours et sur la situation des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut en dire, sachant que c'est pas le texte n'est pas sorti. Oui, alors ce qui est clair, c'est que a priori, fidèle à l'avis 139 du CCNE, du Conseil consultatif national d'éthique, les personnes qui ont des maladies neuroévolutives qui altèrent leur capacité de jugement et de discernement ne sont pas concernées aujourd'hui par l'évolution de la loi. Donc ça, il faut vraiment être très clair et je crois qu'il y a tellement de choses qui circulent qu'il faut que les choses soient dites clairement. Pour autant, un certain nombre de présidents d'associations chez nous a été sollicité par les journalistes, on comprend bien, sur ce qu'on en pensait, ce qu'on n'en pensait pas. Et donc, France Alzheimer, l'Union nationale, a écrit un texte que vous pourrez vous procurer les uns et les autres. Ceux qui sont adhérents à France Alzheimer, vous allez l'avoir. Ceux qui ne sont pas adhérents, rapprochez-vous de vos associations. Je ne peux pas vous le donner comme ça parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Un texte qui précise la position de France Alzheimer par rapport à la fin de vie. Ce texte, en résumé, dit trois choses. La première, que France Alzheimer sera extrêmement vigilante, comme elle l'a toujours été, mais encore plus sur le développement des services de soins palliatifs, des équipes mobiles, etc., puisque je vous rappelle, 20 départements en France n'ont toujours pas de services de soins palliatifs. La deuxième chose, c'est que nous serons extrêmement vigilants et nous voulons peser dans le débat public sur la question de la culture palliative dans les EHPAD, parce que voilà, qu'est-ce qui est mis en place, mis en œuvre dans les EHPAD pour que cette notion de fin de vie, de mort prochaine, de culture palliative soit mise en œuvre. La troisième chose, c'est la nécessité de former à la fois les personnels, mais aussi ces bénévoles. Et puis, voilà. Et puis, dernière chose, l'engagement de l'Union France Alzheimer pour, auprès de ces bénévoles, développer tout
toute cette culture-là par des formations spécifiques sur les directives anticipées, sur la fin de vie, sur etc. Et par l'intermédiaire de son institut de formation, de pouvoir proposer à des professionnels des formations spécifiques. Voilà. D'accord. Et je dis une dernière chose, j'en profite, j'ai vu très rapidement dans le chat, j'adresse j'ai pas vu ce qu'il avait écrit, mais toutes mes amitiés à Monsieur Lapracherie, avec qui nous avons partagé des moments extrêmement douloureux et ô combien précieux pour moi. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir vraiment dans notre pensée que ce qui a pu être écrit avant est peut-être évolutif. C'est vraiment pourquoi je vous ai donné le cas de cette vieille dame. Ce qui a pu être écrit avant qu'on soit malade, du style « je ne veux pas vivre diminué, je ne veux pas être diminué, si j'ai plus toute ma tête, autant partir en Suisse et mourir qu'on me tue avant », n'est pas forcément ce qui se donne à voir lorsque la maladie est là. Pour autant, parce que un certain nombre de choses ont été dites avant, lorsqu'il y aura une décision comme la dialyse, comme dans son cas c'était les anticoagulants, c'était des choses comme ça, parce que cette vieille dame avait dit « je ne veux pas d'obstination déraisonnable et la vie n'a pas de sens pour moi si je ne suis… » etc. Nous avons pu… mettre en place cette sédation profonde et continue pour soulager sa souffrance physique qui était très impressionnante, mais aussi sa souffrance psychique. Et nous avons pu aussi faire sens, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais son fils m'avait dit « Docteur, vous n'avez qu'à la tuer, je ne vous dénoncerai pas ». Et j'avais dit à ce fils « Mais qui je serais, monsieur ?» pour tuer votre maman, parce que c'était ces mots-là qui avaient été employés, pour tuer votre maman alors qu'elle ne m'a rien fait, et on tombait sur l'interdit, l'interdit tu ne tueras pas, bien évidemment, mais par contre, je vous promets de faire en sorte qu'elle puisse quitter ce monde et qu'elle puisse mourir le plus paisiblement possible. Pour avoir revu le fils après, je pense que ça a été extrêmement bénéfique pour lui. Pour d'autres, ce serait un peu plus différent. C'est pour ça que je ne pense pas avoir la vérité. Je partage simplement avec eux là. Je vois qu'il nous reste quelques minutes et on peut peut-être laisser le professeur Gilles faire une synthèse un peu du chat aussi, de votre intervention, Geneviève, et puis conclure le webinaire en quelques minutes. Est-ce que vous êtes là, monsieur? Voilà. Oui, merci Geneviève. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon, la prise de conscience de la complexité. On ne peut pas avoir une vision chirurgicale des directives anticipées. Veut pas. Alors qu'on est bien portant, qu'est-ce qu'on voudra plus tard? Alors évidemment, les directives anticipées, c'est une orientation fondamentale. C'est une orientation fondamentale, mais elle ne peut pas être isolée du droit à la personne d'être à l'image de la vie. Depuis les philosophes présocratiques, on sait que la vie est un écoulement, que nous changeons. Nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. L'homme a changé et le fleuve aussi. Et le devoir du soignant, c'est précisément cette difficulté de pouvoir rester à l'écoute. Et pour rester à l'écoute, il a besoin d'alliance. Bien sûr, alliance avec la personne malade qui, même Alzheimer, peut, comme vous l'avez dit, assentir. Qui, même Alzheimer, peut exprimer des émotions. Mais aussi, bien sûr, avec la famille, avec l'ensemble de l'équipe soignante. C'est un chemin timide, difficile,
où il faut se méfier des positions actuelles qui me semblent surtout très chirurgicales et finalement obsédées par une seule idée: veut-il ou non la mort tout de suite? Qui aura raison? Barbiturique, est-ce là le problème? Nul ne peut le dire, mais qui peut l'affirmer à ce moment-là? Il faut vraiment beaucoup d'assurance pour oser un geste définitif sans être passé par ce processus d'écouter. En tout cas, c'est ce que la fréquentation des malades Alzheimer apprend chaque jour. Fréquenter des malades comme vous l'avez fait, des centaines et des centaines, nous renvoie à une nécessaire humilité et à cesser de croire aussi que tout pourra venir de la loi, d'une loi. On n'a jamais vu une loi résoudre, puisqu'on dit que les lois qui ont été votées ne servent pas à grand-chose. Eh bien, apprenons-les d'abord, ces lois. Apprenons-les. Quand nous pensons que nous allons actuellement répéter la nécessité d'un accès pour tous aux soins palliatifs, alors que ça figurait en 1999, notre République serait-elle atteinte d'une névrose de répétition? Et n'y aurait-il pas quelle inquiétude en 2024 à constater que ce qui a été décidé en 1999 n'a pas encore été réalisé? Et comment pourrions-nous mettre en parallèle un plan décennal et une immédiateté d'application d'une loi? Je crois que la médecine est d'abord l'écoute. Elle est l'écoute patiente, elle est l'écoute aussi ardente, elle est l'écoute aussi difficile, elle est l'écoute humble, elle est l'écoute timide. Elle invite à la nuance et à épouser cette complexité. Parce qu'il faut se méfier des éthiques qui croient résoudre les questions, qui peuvent donner des solutions, et pire encore, qui les cherchent dans la législation. Non, l'éthique, c'est difficile. L'éthique, c'est toujours un exercice de discernement, c'est toujours un exercice où on ne fait pas tout à fait ce qu'il faut. Mais l'essentiel est de se dire, oui, cheminons, en dépit de toutes les difficultés, essayons d'être à l'écoute et essayons d'être convaincus, effectivement, de la difficulté de ce que nous avons à entreprendre et à accomplir. Alors, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'un webinaire comme celui-là n'est pas fait pour résoudre quoi que ce soit, mais il est pour inciter chacun à penser. Voilà. Et puis, les pensées de chacun seront sans doute les bonnes pendant le temps où ces quelqu'un penseront que voilà, la solution serait ça, et il faut aussi se réserver le droit d'évoluer, même dans nos propres positions. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Merci encore, Geneviève, de ce que vous avez dit. Je pense que France Alzheimer a de la chance de vous avoir dans ses rangs, les familles aussi. Merci à l'équipe de l'ERENA d'avoir assuré le support technique. Il y aurait évidemment encore bien des choses à dire, mais il vaut mieux se quitter en pensant que c'est trop court et en pensant en fait qu'on n'a fait qu'effleurer un problème difficile plutôt qu'en s'ennuyant. Nous ne sommes pas ennuyés, et si nous partons insatisfaits, c'est que ce que vous avez dit a atteint son but. Merci Geneviève, merci. Merci beaucoup à vous, merci à chacun, à tous ceux qui ont réagi aussi. Si on peut continuer à réfléchir ensemble, je pense qu'on aura fait un grand pas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gilles et Miliani aussi, et toute l'équipe de l'ERENA, bien sûr.